Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. Je ne sais pas comment il faut vous présenter, journaliste, écrivain, polémiste. Ce que vous voulez, écrivain, ça me va très bien. En l'occurrence, Écrivain et donc auteur du Destin français, de Destin français. Quand l'histoire se venge, c'est le bandeau qu'Albin Michel a mis en bas de votre couverture. C'est une série de portraits de personnages qui vous servent à la fois à raconter l'histoire de France et à raconter votre vision de la société actuelle. Vous avez eu beaucoup de succès avec un livre précédent, Le suicide français, qui racontait 4-5 décennies de déclin. Et là, vous racontez comment la France s'est construite au travers de portraits de personnages que vous prenez souvent à contre-emploi. Victor Hugo, par exemple, vous détestez, il faut dire les choses simplement, et par exemple, vous l'accusez d'avoir introduit en France la culture de l'excuse, la victimisation. Pourquoi cette alors, je ne sais pas que je déteste Victor. Vous avez vision compris, quand vous dites détester, je ne vous reprends pas, parce que, évidemment, j'admire l'écrivain, je relirai ça régulièrement, ses grands livres, même ses poésies. On parle de l'apport politique. Voilà, Ouais. vous avez compris. C'est pour ça que je ne vous ai pas corrigé tout de suite. Écoutez, j'ai pris un texte, vous savez, Journal d'un condamné, qui est d'ailleurs enseigné systématiquement dans tous les collèges de France. Donc tout le monde le connaît. C'est Victor Hugo qui défend un condamné à mort. Et ça m'a frappé parce que j'y ai trouvé tous les stigmates de la pensée victimaire contemporaine. C'est-à-dire que quand vous relisez, j'ai relu ce texte à cette occasion, vous verrez qu'il ne parle que du criminel. Il en parle sous des termes vraiment empathiques. Ouais. Et il ne parle absolument pas de la victime. On ne sait pas ce qu'il a fait, on ne sait pas qui il a tué, on ne sait pas pourquoi il est condamné à mort. Et il est vu uniquement, vous voyez, sous le côté du criminel victime. Et je me suis dit, c'est quand même formidable, il a inventé la victimisation moderne. C'est le grand-père de Taubira, quoi. Ouais. Vous voyez, et la culture de l'excuse. Et il le fait évidemment avec un talent formidable, hein, mais il en est d'autant plus coupable. Et donc, ce qu'il installe dans le paysage français, ou en tout cas dans l'histoire de la France et les réflexes français, est-ce que vous l'avez retrouvé, par exemple, lorsque Emmanuel Macron reconnaît que Maurice Audin a été torturé, que l'armée française a torturé en Algérie? Oula, vous faites alors là C'est le même système. Est-ce qu'il faut reconnaître ses fautes vous trouvez que c'est le même système, vous? Moi, je comprends ce que vous voulez dire, mais je n'irai pas jusque-là. Je pense, moi, c'était scandalisé par le comportement d'Emmanuel Macron. Je pense que ce monsieur Audin, il est mort dans des conditions tragiques, évidemment, hein, mais c'était une guerre d'Algérie furieuse. Et il ne faut pas reconnaître qu'il a été torturé? Ah si, on peut reconnaître qu'il a été torturé, mais moi, je pense qu'il méritait 12 balles dans la peau, donc c'était un traître. C'était un type qui était contre la France. C'était un type qui aidait le FLN, à tuer des Français. Et accessoirement, des harkis et des musulmans à les massacrer. Je veux dire, c'était la guerre contre la France. Ce type a pris les armes contre la France. Donc c'était tout à fait normal qu'il fût exécuté. Alors évidemment, la torture, vous savez, ça a permis quand même d'arrêter les attentats. Quand quelqu'un est arrêté, même en période de guerre, on peut le juger et éventuellement... Bien sûr, vous avez raison. Le passer par les armes. Le torturer et le faire disparaître n'est pas une solution. Vous avez raison. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut voir dans l'époque. Et il faut voir que d'ailleurs, il y a un chapitre, puisque vous m'emmenez là si loin. Vous voyez bien le pont entre la culture de l'excuse, la victimisation, le fait de reconnaître que, par exemple, l'État ou la France ont des responsabilités. Cette injonction est tout à fait... Et on arrive à la culture de la repentance. C'est-à-dire qu'on passe notre temps à se repentir de ce qu'on a fait, de ce qu'on... Moi, justement, alors là, vous avez très bien compris le livre. Le livre est justement une ode au refus de la repentance. Je prends des personnages, ceux que j'exalte sont des personnages qui ont assumé la force, la violence. Et qui ne s'excusent pas. Et qui ne s'excusent pas et qui sauvent ainsi le pays. Ceux qui s'excusent emmènent le pays à la catastrophe. Il y a une très jolie formule d'un écrivain que j'aime beaucoup, qui est oublié malheureusement aujourd'hui, qui est André Suarez, et qui dit, pour la France, ce peuple, qu'il aille à l'église ou pas, à l'évangile dans le sang, les plus grandes fautes de la France, c'est quand elle met du sentiment dans la politique. Alors évidemment, tous ces portraits que vous faites donnent une tonalité assez pessimiste, ou en tout cas décliniste de la France. Ce que vous regardez aujourd'hui, c'est une France qui décline. Vous le dites à plusieurs reprises, je n'ai pas compté le nombre de phrases qui disent d'une façon ou d'une autre, la France est sur le point de disparaître. On est à ce point-là au bord du gouffre? Je pense on est à ce point, oui. Je pense pour deux raisons. D'une part, il y a un train très long que je mets, si vous voulez, à partir du XVIIIe siècle, de notre défaite face aux Anglais et aux Prussiens dans la guerre de 7 ans, puis de Waterloo. Là,
depuis ce trend-là, c'est nous ne sommes plus une grande puissance, une puissance globale, qu'on aurait pu devenir si Napoléon avait réussi, etc. Et la puissance et le trend le plus récent, qui est, alors là, la démographie, Oui. c'est-à-dire qu'on est submergé par une démographie venue d'Afrique. La submersion. Exactement, et qui ensevelit la population française. Les Français qui, nés depuis plusieurs générations en France, font encore des enfants, non? Oui, ils font des enfants, mais vous savez, vous avez vu les rapports des chiffres. Je veux dire, on a une population en Afrique qui est passée en même pas un siècle de 300 millions à 1,5 milliard. En Afrique, oui. Voilà, et qui se déverse sur le territoire français et européen d'ailleurs. Et nous avons aussi, ça m'a frappé ça dans mon travail historique, c'est que j'ai eu l'impression, vous savez, vous connaissez cette légende du vieil homme qui va mourir et qui revoit défiler toute sa vie. J'ai eu l'impression que la France était à ce stade-là. C'est-à-dire qu'on revisitait aujourd'hui, en concentration, toutes les crises qui ont failli faire effondrer la France. On a le retour des grands féodaux. On a, mais tout ça n'explique pas qu'elle va, comme vous le dites, ou disparaître ou être victime d'un collapse. Si, parce que toutes ces crises-là, concentrées en elles-mêmes, vous ne m'avez pas laissé finir. On a, par exemple, la soumission à l'Allemagne, comme sous Bismarck. On a la fascination pour le monde anglo-saxon, comme au XVIIIe siècle. On a la montée en puissance des femmes dans l'espace public, comme au XVIIIe siècle. Et tout ça en même temps. Et tout ça, exactement. On a les guerres de religion qui s'annoncent, comme au XVe siècle et au XVIe siècle. Et tout ça en même temps. Et ça, je pense que c'est une crise qui peut être mortelle. Et on a un État qui est de plus en plus faible face à toutes ces crises. Vous avez deux héros, si j'ose dire, en tout cas deux personnages que vous voyez systématiquement ou presque de façon positive, Napoléon et De Gaulle. De façon positive, non. Oui. Napoléon, c'est mon vrai héros. Oui. Je vous ai dit, je pense que le projet Napoléon avait 100 ans d'avance. C'est-à-dire qu'il avait vu la France, l'Europe et le monde, non pas avec les yeux de 1800, mais avec les yeux tels qu'on les verra en 1914. Oui. C'est-à-dire la mondialisation, quoi, vous voyez. Mais, on lui reproche d'avoir fait la guerre, probablement inutilement à certains moments et de façon très coûteuse. Tout ça est faux. C'est lui à chaque fois qu'on provoque. C'est-à-dire qu'on lui déclare la guerre à chaque fois. Et son projet, c'est-à-dire de faire une grande France, ce qu'on appelle l'Empire français, mais qui était une grande France, aurait pu nous permettre d'être à la hauteur des grandes puissances d'aujourd'hui. Donc ça, effectivement. Alors maintenant, De Gaulle, c'est un grand personnage, évidemment, c'est un héros, évidemment, mais vous avez vu, je le traite, je crois, avec le plus de rigueur objective possible. Oui, avec des éléments négatifs, mais, voilà. mais beaucoup d'éléments positifs. Je pense surtout qu'il arrive, oui, mais il arrive très tard, il le sait d'ailleurs. Je pense qu'il compense, il fait comme il peut. Il sait que la France n'est plus le gros animal, comme il dit, qu'elle était au XVIIe et jusqu'à Napoléon. Il faut défendre son pays contre la chute éventuelle, contre l'islamisation, tout ça, vous le dites dans votre livre. Si on cherche ailleurs dans le monde quelqu'un qui défend son pays et qui veut, envers et contre tout, y compris envers et contre les élites intellectuelles, défendre une histoire et une idée de son pays, c'est qui? Poutine. Je pense que, oui, Trump, mais Trump, il est à la tête de la plus grande puissance mondiale. Je dirais que Poutine ressemble beaucoup, il aurait pu être français. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que oui, c'est-à-dire qu'il prend un pays qui a été un empire, qui a été une grande puissance et qui est un empire en déclin, et il essaye de le redresser. Vous voyez, on a connu ça après 1815. Vous rêvez d'un Poutine français? Ah oui, j'en rêverais, oui. Ce serait qui? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas? Pour l'instant, j'en vois pas en tout cas. Emmanuel Macron essaye de classer pour préparer les élections européennes les Français, les Européens de façon plus large, en deux camps, les progressistes et les nationalistes, souverainistes, populistes. Vous êtes où? Ah, dans le camp des populistes. Mais alors sans hésitation, une seconde, je pense que le populisme est aujourd'hui le cri de survie des peuples européens qui ne veulent pas mourir. C'est pas du tout la démagogie, comme les élites veulent nous le faire croire. Je pense au contraire, c'est les élites qui font de la démagogie. Et c'est les peuples européens qui essayent de survivre face au rouleau compresseur de ce qui leur arrive, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire une submersion inouïe démographique. Le populisme, ce n'est pas une façon de flatter un certain nombre de penchants ou de travers? Mais je vous pose la question. Oui. Est-ce que ce n'est pas une façon d'aller vers la plus forte pente, vers le réflexe, y compris par exemple de fermeture ou d'exclusion des autres? Mais en l'occurrence, le réflexe de fermeture est un réflexe de survie. Je veux dire, c'est pas mal. Et c'est pour ça que je vous ai dit, ce n'est pas la démagogie, le populisme aujourd'hui. Ça peut être dans d'autres temps, mais aujourd'hui, je pense que c'est les peuples qui ont raison et qui ne veulent pas mourir.
et contre des élites qui veulent les noyer dans un monde avec des populations complètement sans enracinement. Et je crois que c'est une catastrophe. Ça va nous amener à des catastrophes en plus. Parce que vous avez oublié une seule chose dans le livre, c'est que le fil rouge de l'histoire de France, c'est la guerre civile. Et qu'à chaque fois, elle revient. Et que là, je pense qu'elle va revenir. On est au bord de la guerre civile. Je pense qu'on n'est pas loin. Je pense guerre de qu'en tout cas, religion ou guerre civile? Les deux, en général. Mêlés? Oui, mêlés, bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé sur le plateau de Thierry Ardisson? Vous savez, c'est une altercation comme il y en a beaucoup, et ils ont estimé qu'il fallait la couper. Donc, bon, très bien. Moi, parce que vous dites à une jeune femme... Non, mais je ne vais pas commenter quelque chose qui n'est pas diffusé. Que son prénom n'aurait pas dû être il y a une question de fond. Il y a une question de fond. Une question de fond que j'assume, qui est que j'estime que nous avons eu tort d'abolir la loi de Bonaparte qui obligeait les gens à donner des prénoms français dans le calendrier. Depuis 1993, c'est les socialistes qui ont fait ça. Et je dis que les gens ont tort parce que je pense que les gens qui viennent de l'étranger, j'en ai été, ils doivent donner des prénoms français. C'est une preuve, vous voyez, vous appelez Éric, il n'y a aucun doute. Est-ce que vous n'avez pas cherché la polémique? Pas du tout. Ce sujet, elle s'est sentie insultée, elle a eu tort? Oui, elle a eu tort, bien sûr qu'elle a eu tort. En plus, c'est moi qui ai été insulté au départ. Mais bon, je vous dis, je ne vais pas commenter une séquence qui n'a pas été diffusée. Et ce n'est pas moi qui ai mis ce sujet sur la table. C'est la production, c'est l'émission. Donc affaire conclue? Pour moi, l'affaire est conclue, oui, mais bon, vous savez, c'est ce que je disais l'autre soir. C'est la polémique quand même, vous aimez ça? Non. Est-ce que vous aimez la polémique? J'aime la polémique sur le fond. Ouais. Vous voyez, discuter avec vous, on discute, on n'est pas d'accord sur le populisme, sur l'histoire, sur Victor Hugo, c'est intéressant. En revanche, là, c'est tout ce que je déteste dans le débat d'aujourd'hui, c'est-à-dire émotion, victimisation, judiciarisation, parce qu'on menace de procès. Ça, pour moi, c'est les miasmes du débat d'aujourd'hui. Ça ne m'intéresse pas. Vous voyez. Mais vous ne l'évitez pas? Mais j'estime que je dois aller défendre mes idées. Je pourrais me retirer sur l'Aventin. Je vais au combat, ça vous avez raison. Parfois, il y a des risques. Le combat, il est là en 600 pages ou à peu près. Destin français, Éric Zemmour, chez Albin Michel, merci. Merci à vous.